Octobre 2011. Ces images font le tour du monde. La Thaïlande n'est plus montrée comme un petit paradis sur Terre. Le déluge est tel qu'il noie les 2/3 du pays. À certains endroits, les routes goudronnées sont transformées en rivières. Pendant des semaines, la population vit les pieds dans l'eau. Pourtant, malgré ce drame, les habitants gardent le sourire, comme s'ils voulaient montrer que leur joie de vivre n'est pas usurpée. La Thaïlande, le pays des sourires, a souffert, et ce n'est que le début. D'après les experts, le climat devient fou. À l'avenir, ces inondations n'auront plus rien d'exceptionnel. Et il faut considérer le fait que Bangkok est situé à seulement moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Cela veut dire qu'il faudra à peine 40 ans pour que toute la ville soit sous ce niveau. À Bangkok, c'est 6 à 8 km qui vont se retrouver sous la mer. Si la température de l'océan augmente, ne serait-ce qu'1 degré, alors les tempêtes seront encore plus violentes. Si tous ces experts sont inquiets, la population, elle, ne montre rien. La mousson de 2011 a pourtant souligné l'extrême vulnérabilité du pays. À terme, les changements climatiques pourraient bien altérer le sourire de ces 65 millions de Thaïs. Nous commençons notre voyage à Bangkok. Découvrir la capitale, c'est d'abord se laisser entraîner par le cours du Chao Phraya, le fleuve des rois qui traverse cette mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Écrivains célèbres ou anonymes, quand ils racontent Bangkok, la cité des anges en Thaï, ils évoquent une mosaïque entre Orient et Occident. Une Venise d'Asie avec ses temples bouddhistes qui rivalisent de grandeur avec les gratte-ciels des quartiers d'affaires. Pour mieux découvrir cette ville, il faut surtout emprunter les klongs, ces canaux qui permettent de s'enfoncer un peu plus au cœur de Bangkok. Mais cette eau qui fait le charme de cette ville pourrait bien la mener à sa perte. Construite à fleur d'eau sur une terre d'argile et donc fragile, Bangkok est plus que jamais menacée de sombrer. Elle pourrait connaître un destin semblable à celui de la mythique Atlantide. La dernière mousson qui l'a frappée a rappelé à la population qu'ici, l'eau rime avec fléau. De juillet à octobre 2011, des trompes d'eau s'abattent un peu partout dans le pays. Sur cette animation, on peut voir ici, représentée en bleu, l'eau envahir la plupart des provinces qui entourent Bangkok. La capitale n'est pas épargnée. Plus de 800 personnes perdent la vie. Les dégâts sont considérables. Les autorités parlent de pertes estimées à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Des autorités complètement débordées. 5 mois après les premières pluies diluviennes, les stigmates sont encore visibles. Ici, des dizaines de villas restent désertes, comme si leurs propriétaires hésitaient à revenir dans ce quartier où la vie ne sera plus jamais comme avant. Nous sommes à la résidence du lac, une résidence qui porte bien son nom. Sauf que le lac qui faisait jusque-là le bonheur de ses habitants a débordé. Désormais, ce sont les militaires qui surveillent ces lieux. Ce sont eux aussi qui nous emmènent rencontrer les rares propriétaires
qui ont décidé de revenir chez eux. Pour certains, le grand nettoyage commence. La surface totale de ma villa est de 512 mètres carrés. Et regardez, tout a été endommagé. Pour tout remettre en état, il y en a au moins pour 2 mois. Il faut tout refaire. Et l'eau est montée jusqu'où? Jusqu'à ce niveau environ. On a mesuré, c'est à peu près 3,50 m. Vous voyez, l'eau est arrivée jusqu'à ce trait sur le mur. Là, nous avons déjà nettoyé. Mais regardez, toutes nos affaires ont été souillées. Heureusement, nos voitures étaient garées un peu plus loin. On a presque tout perdu. Voyez tout ça. Toutes mes affaires qui viennent d'Italie, tout est fichu. Et ça, celui-ci m'avait coûté plus de 1 500 €. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau qui m'a coûté plus de 1 500 €. Tout est trempé. On a dépensé beaucoup d'argent pour le terrain. En tout, plus de 250 000 €. Si j'avais su qu'il y aurait de l'eau, même à 10 €, je ne l'aurais pas acheté. Je me voyais bien vivre au bord d'un lac, mais pas au milieu. En Thaïlande, l'immense majorité des maisons et des appartements n'est pas assurée. Pour chaque famille sinistrée, le gouvernement offre 5 000 bahts, soit 125 €, et ce, quels que soient les dégâts. Des dizaines de milliers de familles ont tout perdu, mais seule une poignée d'entre elles se rebellent. Ce jour-là, Maître Jania cherche à mobiliser les familles les moins aisées. L'avocat écoute leurs doléances. Chacun veut raconter son histoire. Elles sont nombreuses et tout aussi dramatiques. Si Maître Jania est connu pour être l'un des seuls à oser défier les autorités, il doit encore rassurer son auditoire. Il doit surtout convaincre toutes ses victimes de déposer une plainte collective contre le gouvernement. Dans cette réunion, il va obtenir plus de 200 procurations. La peur du pouvoir est telle que les sinistrés craignent des représailles des autorités juste parce qu'ils osent se plaindre. Maître Jania n'a pas froid aux yeux et il sait de quoi il parle. Il habite dans l'un des quartiers de Bangkok où l'eau croupit depuis près de 5 mois. S'il paraît aussi combatif et déterminé, c'est qu'il fait partie des victimes. En quelques heures, l'eau a envahi sa maison. Il a failli perdre tous ses dossiers. Des dossiers qui contiennent des années de combat contre tous ceux qui portent atteinte à l'environnement. Si dans les inondations, il reconnaît que le climat a sa part de responsabilité, à ses yeux, il y a un autre coupable. Le gouvernement n'a pas su gérer cette crise. Il a échoué. Ce qui est arrivé, ce n'est pas seulement la faute des changements climatiques ou de la nature. Trop d'erreurs ont été commises, comme l'ouverture inappropriée des écluses. En Thaïlande, il existe des lois pour poursuivre l'État quand il n'agit pas au mieux. Nous allons utiliser ces lois pour rendre justice à tous les sinistrés. Un combat sur tous les fronts. Depuis 2005, il préside l'association de lutte contre le réchauffement climatique. À ce titre, bien informé, il sait que la Thaïlande fait partie des pays les plus exposés, que ces terribles inondations vont se répéter. En attaquant ainsi les autorités, il veut les obliger à mieux anticiper les risques, à mieux les gérer pour éviter que la situation ne dégénère comme ici. Nous sommes au nord de la ville. L'odeur est pestilentielle. Partout, des tas d'immondices s'entassent, des tonnes d'ordures jetées n'importe où, au mépris de l'environnement. Ce lieu n'est pas prévu pour déposer les déchets ni pour les brûler. C'est très dangereux. C'est un échec total des autorités.
Pour moi, c'est le chaos. Il y a ces déchets, la pollution, cette eau sale et ces montagnes de détritus. C'est vraiment une honte. Cette décharge est au cœur d'une zone habitée. Chaque jour, des dizaines de personnes grattent ces ordures pour trouver de quoi survivre. Jetées à la rue, elles ont perdu leur travail. Et pour cause, l'eau s'est infiltrée partout. Pour la première fois, les zones industrielles ont été frappées. Dommages collatéraux. Ces usines qui, avant le déluge, tournaient à plein régime, ont été inondées. Aujourd'hui, des légions de nettoyeurs tentent de relancer la production. Un naufrage économique. En moins de 2 mois, la Thaïlande a vu son taux de croissance s'effondrer de 4 à moins de 1%. Des centaines de milliers de Thaïs ont été licenciés ou mis au chômage technique. Il faudra au moins 6 mois pour retrouver le rythme d'avant. La Thaïlande vit désormais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le pays doit s'adapter au changement climatique, car Bangkok est déjà très vulnérable. La capitale s'affaisse jour après jour. Cet expert est à son chevet depuis plus de 20 ans. Les dernières études réalisées grâce aux satellites montrent que Bangkok s'enfonce en moyenne de 2 cm par an. Mais dans certains quartiers, c'est de 3 à 4 cm chaque année. C'est énorme. C'est énorme. Et il faut considérer le fait que Bangkok est situé à seulement moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Cela veut dire qu'il faudra à peine 40 ans pour que toute la ville soit sous ce niveau. Un discours exagérément alarmiste, pas vraiment. Il suffit de sortir de ce bâtiment pour constater que le compte à rebours a déjà commencé. Lorsque l'immeuble a été construit, il y a 30 ans, le sol se trouvait à ce niveau, ici. Les fondations de ce bâtiment sont posées sur de la roche, à plus de 20 mètres sous la terre. Mais le sol s'affaisse. Et c'est pareil dans tout Bangkok? Oui. Ces marches sont récentes. Nous avons dû les construire car avant, il faut imaginer que le sol arrivait à ce niveau-là. Ça, c'était la première marche. Et comme le sol s'enfonce, on a été obligé de prolonger cette partie. Un bâtiment tellement instable que le professeur et ses équipes vont déménager. Bangkok est en sursis. Mais la population fait mine que tout va bien. Le professeur Adnan nous invite à nous rendre dans ce quartier populaire. C'est l'un des plus fragilisés. Chaque année, d'après ses analyses, le sol ici s'enfonce de 3 à 4 cm. Tous les édifices sont touchés, comme ce monastère, l'un des plus importants de la capitale. Quand on interroge les moines, l'insouciance domine, une forme de fatalité propre à la religion bouddhiste. Ça s'enfonce de plus en plus dans le quartier. Il y a des traces visibles dans le temple? Non, on a remis de la terre dessus. De la terre? Oui, on a même mis du goudron aussi. Mais imaginez que ce temple s'enfonce gravement. Vous allez déménager? Si ce n'est pas si grave, nous resterons là. Si c'est grave, on avisera. Ils disent qu'ils sont dans un quartier sûr, mais ils n'en sont pas totalement convaincus. Pourtant, il y a vos Et analyses. c'est pour cela que je dis ça. Ils ne sont pas comme vous, les Français. Quand vous montrez ces données et les preuves scientifiques à des gens comme vous, ils sont convaincus des dangers. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas les convaincre aussi facilement. À Bangkok, on rit de tout. C'est l'ADN de cette population d'Asie du Sud-Est. La capitale est un bateau à la dérive, naufragé sous son propre poids. Une vision apocalyptique peut-être,
Mais dans le doute, les autorités ne devraient-elles pas interdire la construction de nouveaux buildings, stopper ce développement anarchique de la capitale? Sûrement, d'autant que la ville est menacée de toutes parts. C'est un autre expert qui l'affirme. Il dirige le centre de gestion des catastrophes naturelles. L'eau qui recouvre Bangkok vient d'où? Des inondations? Ok, on va souffrir régulièrement 3, 4 ou 5 mois. Ok. Si l'eau vient de la mer, là c'est autre chose. Car même dans l'hypothèse où le niveau de la mer n'augmente pas, la ville, elle s'enfonce. Ça, c'est le cas de figure le plus inquiétant. Inondations, montée des eaux et une capitale qui s'enfonce, le cocktail est empoisonné. Une inquiétude d'autant plus forte que la capitale est située à proximité du golfe de Thaïlande. Sur une grande partie du littoral, l'eau monte et elle monte vite. Les études le confirment aussi. Selon vous, quels sont les changements qui pourraient affecter le golfe? Je pense qu'une bonne partie du littoral du golfe de Thaïlande sera engloutie d'ici une bonne vingtaine d'années. Par exemple, pour Bangkok, la terre va d'abord reculer de plus d'1 kilomètre. Dans 15 ans, ce sera 2,5 km. Dans 100 ans, ce sera plus de 8 km. Cela veut dire que ce sera de pire en pire? Oui, ce sera de pire en pire. Avant, par exemple, les vagues, pendant la saison des pluies, atteignaient 1 mètre. Mais à présent, c'est 2 à 4 mètres. La plupart des maisons situées en bord de mer sont vraiment en danger. Car vous savez, elles sont en première ligne face aux déferlantes et à l'érosion. Tous les experts que nous avons rencontrés au cours de notre enquête prêchent l'imminence d'un danger. Mais à chaque fois, ils sont contredits par les croyances populaires. Les Thaïs font comme si ces prévisions ne les concernaient pas. À Pattaya, l'un des endroits les plus touristiques du pays, on fait comme si de rien n'était. Feux d'artifice et gueules de bois. Au petit matin, la réalité reprend le dessus. Vue d'avion, les plages ne forment plus qu'un trait ridicule au pied de complexes hôteliers qui rivalisent de grandeur. Le professeur Thanawat est un enfant de Pattaya. S'il a vu se développer cette cité balnéaire, il a constaté dans le même temps le retrait de la plage. À marée haute, l'image est encore plus saisissante. En 1952, la plage de Pattaya était bien plus belle que ça. À l'époque, elle faisait bien 35 mètres de large. On a déjà ajouté plus de 60 000 tonnes de sable pour la reconstituer. Et là, c'est ça que c'est la seule façon de lutter contre cette érosion? Oui, pour combattre ces vagues, la population locale a installé ces sacs pour profiter encore de cette plage. C'est vraiment efficace pour lutter contre la violence des vagues? Non, ça c'est du court terme. Ils s'adaptent au mieux à cette situation. Mais dans 5 ans, d'après nos prévisions, il n'y aura plus de plage. Plus de plage, et par conséquent moins de touristes. Effet domino, l'économie du pays sera affectée. Pour réduire les risques, le professeur Thanawat travaille sur des dispositifs qui pourraient empêcher ou limiter cette érosion. Des projets où les budgets sont pharaoniques. Il s'agit pourtant d'une course contre la montre, car partout, la mer racle la terre. À certains endroits, à fleur d'eau, ce n'est plus seulement les bancs de sable qui disparaissent, mais de larges bandes de terre. À terme, elles ne constitueraient plus un rempart naturel contre l'intrusion marine. Nous sommes à Khun Samunchin. Notre guide, c'est Po, l'un des rares jeunes qui s'accrochent à cette terre qui disparaît année après année.
Avant, tout ça, c'était notre village. Le bois des maisons a été récupéré et recyclé pour d'autres travaux. Il ne reste que ces quelques structures en ciment que les villageois n'ont pas pu démonter. Il y avait 1000 personnes, peut-être même plus. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 200 environ. Moi, j'ai déjà connu un typhon. Maintenant, il y a aussi les eaux boueuses qui viennent des inondations de Bangkok. Je n'ai pas pu travailler ces 4 derniers mois. Je vais devoir déménager car l'érosion dévore les terres. Bientôt, ce sera le tour de ma maison, alors oui, je repartirai encore. Combien de fois avez-vous déjà déménagé? Ça fait 5 fois que je déménage. 5 fois en moins de 10 ans. Pour mieux comprendre la vie de ces villageois, il faut prendre de la hauteur. Sur cette image satellite, on voit que la mer gagne du terrain. Po est un résistant. Comme sa mère, la chef du village, il refuse toute idée d'exil. Leur maison raconte leur histoire. Des photos, des cartes, des documents. Leur village, situé au cœur d'une forêt de mangroves, est devenu un symbole. Et sa mère, la porte-parole d'une région qui agonise. Je suis très préoccupée. Comment va-t-on s'en sortir? J'ai peur. Si nous reculons, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, comment vont-ils faire? Nous ne reculerons pas. Nous devons nous battre pour préserver cette dernière parcelle de terre. D'après la chef du village, la mer avale de 30 à 40 mètres de terre chaque année. Un retrait qui fragilise d'autant la capitale. Si nous reculons, Bangkok ne résistera pas non plus. Ils n'ont jamais connu cette difficulté. Comment vont-ils faire pour survivre? Nous devons nous battre pour sauver notre pays. Vous allez rester? Oui, nous resterons. Nous avons appris à vivre ainsi. Si on ne combat pas la nature, on peut vivre en harmonie avec elle. Le peuple de la mangrove est en première ligne. S'il cède, la capitale, située à moins de 30 km en amont, risque de souffrir. L'effet papillon. La mangrove est aujourd'hui la barrière la plus efficace contre la montée des eaux et l'assaut des vagues. Mais elle se réduit comme peau de chagrin. Si ailleurs dans le pays, elle a été en partie détruite par la main de l'homme, ici, tous la protègent comme un trésor. Officiellement, dans le pays, personne ne peut couper la moindre racine d'un palétuvier. C'est sévèrement réprimé. Mais jusque-là, les pouvoirs publics ont fermé les yeux sur les contrevenants. À Khon Samuchin, c'est la population qui fait la police. Sans mangrove, leur ancien temple pourrait disparaître. Depuis quelques années, Po filme chaque tempête. Elles sont plus nombreuses, plus violentes. La dernière date de fin 2010. Le temple est posé entre ciel et mer. À l'extérieur comme à l'intérieur, les murs sont balafrés. Regardez à présent, le temple est cerné de partout. Il s'enfonce et la mer va bientôt n'en faire qu'une bouchée. L'eau pénètre à l'intérieur. Nous avons été contraints de surélever le sol d'un étage d'environ 1,50 m. Si le village est si attaché à ce temple, c'est qu'il incarne en quelque sorte son combat, celui de dizaines de familles qui tentent de le protéger coûte que coûte. Qu'il sombre dans les abysses, et ce sera pour Po un signe du destin et la fin d'une histoire. Pêcheurs en majorité, ils ont construit cette barrière, installant pêle-mêle les ruines de leur ancien village. Des poteaux électriques comme d'anciens pans de murs. Une digue de fortune à laquelle ils s'accrochent tous. Avant de le quitter, Po tient à nous emmener dans un lieu qu'il affectionne particulièrement. C'est l'école primaire. Quand il déprime, il vient là pour se rappeler que le combat qu'il mène n'est pas vain. C'est pour tous ses enfants. Ici,
il se sent surtout épaulé par ses enseignants, qui refusent toute affectation en dehors du village. Le doyen des maîtres d'école, c'est lui. 35 ans à corriger les exercices. 35 ans à raconter l'histoire de Kun Samunchin. À l'époque, il n'y avait pas énormément de problèmes. On était au bord de la mer, à 2 km d'ici. Mais avec la montée du niveau de la mer, nous avons dû déménager vers une deuxième école. Celle-ci est la troisième, et sûrement pas la dernière. Pensez-vous que les changements climatiques vont pousser les gens à partir loin d'ici? Oui, certainement. Au début de ma carrière, je comptais 200 élèves. Mais beaucoup d'entre eux ont déménagé pour aller travailler et fonder une famille ailleurs. Il reste combien d'élèves aujourd'hui? 30 élèves maintenant. Les villageois les plus aisés scolarisent leurs enfants ailleurs, à l'abri. Les autres, les plus pauvres, n'ont pas vraiment le choix. Leurs enfants, lorsqu'ils sont à l'école, sont heureusement pris en charge. Les repas, comme les uniformes, les cahiers ou les crayons, sont fournis par l'État. Mais jusqu'à quand? Face aux menaces liées au changement climatique, les autorités veulent encore déplacer le village, plus loin, à l'intérieur des terres. Autour du Golfe, ils sont nombreux à refuser cet exil. Nombreux et aussi déterminés que Po à se battre contre cette nature qui veut reprendre ses droits. C'est au coucher du soleil que l'on comprend leur acharnement. La région ne laisse pas indifférent. Elle est comme bénie des dieux. À moins d'une heure de Kun Samunchin, un autre de ses soldats nous attend. Vorapol est dans son village considéré comme un héros des temps modernes. Il y a 5 ans, il est revenu à une activité plus respectueuse de l'environnement. Dans sa ferme de crevettes et de crabes, il n'utilise plus aucun produit chimique. Ici, la majorité des producteurs utilisent des produits chimiques, c'est ça? 60% des grands producteurs en utilisent. Et quand leur bassin est pollué par ces produits, ils changent d'endroit. Pour construire de nouveaux bassins, ils détruisent les mangroves. En agissant ainsi, ils accélèrent la disparition des forêts. Cette nuit-là, la pêche n'a rien de miraculeux. Une dizaine de crabes et moins de 2 kilos de crevettes. Vorapol n'est pas déçu. Sa priorité depuis 2006 est ailleurs. La nuit a été courte. Nous sommes au beau milieu de la mangrove. Sous l'œil de Vorapol, une équipe prépare une nouvelle journée de travail. Ancien chef du village, il a créé une association pour préserver les forêts de mangrove. Ces bambous servent à lutter contre les tempêtes et la violence des éléments. Comment? Il suffit de suivre le guide. Cette forêt de bambous va servir de rempart. En fait, nos plantations démarrent à l'autre bout et elles s'étendent sur 2 km environ. Vous savez, nous croyons que nos actions vont changer le dessin et le destin de nos côtes. Avant d'entreprendre ces travaux, nous avons bien vu que la mangrove se réduisait. Maintenant que nous avons une barrière pour contrer la mer, nous pouvons replanter des arbres. Et en agrandissant la forêt, nous luttons contre le réchauffement climatique. D'une pierre deux coups.
Vorapol est devenu un fervent militant de la lutte contre les changements climatiques. Une cause qu'il défend depuis qu'il a perdu sa maison, celle de ses grands-parents, de son enfance. Elle se trouve quelque part au large. Grâce aux donations privées, il réhabilite la forêt de mangrove. Un travail au long cours où il faut planter tous les 20 cm ces boutures. Un acte militant. Notre objectif est de reprendre du terrain sur la mer. On recrée une forêt, mais surtout, on sensibilise la population locale. Et je vous le redis, plus il y a d'arbres et de forêts, plus on lutte contre le réchauffement climatique. Sur son polo, le logo de l'association de protection du golfe de Thaïlande. Nous sommes ici dans l'un des sites où l'on peut observer des dauphins, mais aussi des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs. Un sanctuaire qui reste sous la menace de tempêtes ou de typhons. Cette forêt de bambou permet de protéger efficacement l'habitat des poissons qui vivent ici. Maintenant, ils peuvent se reproduire. Il y a quelques années, les autorités voulaient installer des digues en béton. Mais nous nous sommes battus pour imposer des matières naturelles. Et au final, le résultat obtenu nous donne raison. Le chantier reste titanesque. Seul, Vorapol ne peut pas reconquérir tout le terrain perdu. Il le sait, ces forêts de bambou ne constituent qu'une solution provisoire. Tous les 4 ou 5 ans, il faut renouveler ces barrières de protection. Des barrières qu'il faudrait construire sur des centaines de kilomètres. La mangrove est présente sur une large partie du littoral. Plusieurs fois par mois, Vorapol prend son bâton de pèlerin. Il va prêcher les bonnes pratiques, celles qui préservent l'environnement, celles qui évitent la destruction de ce patrimoine exceptionnel. Ce jour-là, c'est devant un parterre de magistrats et d'hommes politiques qu'il parle de son projet, ces bambous qui font partie intégrante de sa vie. Je ne suis en réalité qu'un petit chef de village. Je travaille sur la préservation et la réhabilitation du littoral. Alors, pourquoi doit-on faire ce travail? Parce que les changements climatiques sont également provoqués par la destruction de la forêt. Pendant 1 heure, il va expliquer avec ses mots les causes et les effets des changements climatiques. Il va aussi montrer que chacun est responsable de la dégradation des mangroves, qu'il faut être plus vigilant. Si les villageois construisent ces digues en bambou, ils auront un revenu. Mais en plus, ils vont préserver leur environnement. Très vite, ils pourront constater que ça marche. Ils verront alors que tous ces poissons qui avaient disparu vont réapparaître. Le jour où ils les verront, ce sera pour eux un signe fort. Après cette réunion, Vorapol nous invite à nous rendre sur un autre site. Il veut que l'on filme les digues réalisées par les autorités. Il les appelle les saucisses. Ce sont d'immenses sacs en plastique remplis de tonnes de sable. Système à ses yeux peu efficace et qui, à terme, dégrade l'environnement. Dans le golfe de Thaïlande, près de 600 km de côtes sont sévèrement érodées. Loin d'être paralysés par la fatalité, des experts tentent de trouver des parades efficaces. Nous partons plus au sud, à Songkhla. Ici aussi, l'érosion ne cesse de prendre de l'ampleur. L'ingénieur Payom travaille sur un nouveau dispositif de lutte contre ce phénomène. Il est accompagné d'une biologiste marine. Depuis quelques mois ensemble, ils arpentent le littoral pour évaluer l'avancée des flots. Leur constat est sans ambiguïté. Voici les images de la dernière tempête tropicale. Elle date d'octobre 2011.
Les vagues dévorent tout sur leur passage. La route s'écroule. Les plages s'effritent. Les villages perdent leur défense. Pourtant, les pouvoirs publics avaient pris conscience de l'urgence de la situation. Ils avaient mis en place ces digues de pierre. On le voit sur cette image satellite, il existe des dizaines de barrières de ce genre. Construites pour tenter d'enrayer le phénomène, elles se lézardent. Ces structures que nous avons réalisées il y a 3 ans sont d'ores et déjà détruites. En fait, nous nous sommes basés sur des études vieilles de 20 ans. Et ces données ne sont plus valables aujourd'hui. Et on ne peut plus s'en servir. Loin de son laboratoire, l'ingénieur Payom tient à rencontrer les villageois qui subissent ces bouleversements climatiques. Bonjour monsieur, quel âge avez-vous? 80. 80? Oui. Et vous habitez où? Là-bas, derrière. Quand vous étiez petit, la mer était-elle aussi dangereuse? Oh, la mer a toujours été féroce. Et les vagues étaient aussi violentes? Oui, mais à l'époque, la mer était beaucoup plus loin des maisons. Le temps change, et avec, la vie locale. Difficile dans ces conditions d'imaginer tout avenir. Il y a ici sur cette côte plus de 200 maisons. Les gens doivent rester ici, car nous n'avons plus assez de terrain. Ces maisons vont disparaître? Oui, sûrement dans moins de 5 ans. 5 ans? Oui, 5 ans avant qu'elles ne s'écroulent. Plus loin, l'ingénieur Payom et son équipe marchent en évitant les sépultures. Cette parcelle de terre, c'est le cimetière musulman, ou ce qu'il en reste. C'est une zone dangereuse pour un cimetière. Il risque d'être submergé. Je pense que les vagues peuvent atteindre le bord, mais elles ne vont pas venir jusqu'ici. Cocotiers, sable blanc. Ici, la plage n'est pourtant que l'ombre d'elle-même. La mer a emporté de larges bandes de terre. Et les flots restent menaçants. Cet arbre a moins d'1 an à vivre. Encore 1 an, il sera détruit. L'érosion a déjà dévoré 100 mètres de côte sur la largeur et près de 20 km sur la longueur. De là-bas jusqu'à cette jetée derrière moi. Depuis des années, les tempêtes ne préviennent plus. Ici, la mousson s'éternise. Déjà 1 mois que la population attend la fin de ce mauvais temps. Mais les prévisions pour les prochaines années ne sont guère optimistes. C'est à l'abri dans son laboratoire que l'ingénieur imagine un nouveau système pour briser la violence des déferlantes. Un système ingénieux. Chaque unité pèse environ 3,5 tonnes. Là, nous avons un modèle réduit de notre projet. Nous allons assembler de nombreuses unités sur une même ligne. Il faut environ 200 unités pour protéger une plage. Ce modèle peut réduire la force des vagues de 75%. Pour tester et affiner son projet, il dispose de ce simulateur de houle. Des modèles réduits de son système sont soumis à des vagues de plus en plus fortes. Nous avons réduit les vagues à l'échelle 1/5. Leur hauteur réelle serait d'environ
1,70 m. Quand la vague arrive, elle se brise et sa hauteur diminue. Elle se réduit jusqu'à atteindre 14 cm. Dès que ces cloches de béton seront opérationnelles, les déferlantes devraient mourir sur les roches ou sur les plages. Elles pourraient également constituer un nouvel habitat pour les poissons. Reste à tester ce système en mer. Le rêve de l'ingénieur Payom est de voir son dispositif sur toutes les côtes érodées du golfe de Thaïlande. La dernière mousson en 2011 a montré qu'il y avait d'autres effets dévastateurs sur ce petit paradis. Au nord de Bangkok, le déluge a été tel que les rizières se sont transformées en lacs géants, noyant les champs sous des tonnes d'eau. Le professeur Apichar, spécialiste du riz, est sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts. Que fait cette dame sur le bord de la route? C'est une paysanne. Elle élève des animaux. Elle a tout perdu car avec le déluge, elle n'a pas réussi à sauver ses animaux. Bonjour madame. Alors vous éleviez des cochons? Oui, ils pesaient des centaines de kilos. Il y avait 16 truies et leurs bébés dans le ventre. Tous sont morts. Elles se sont noyées devant moi. Je n'ai pas pu les aider. Moi aussi, j'allais me noyer. Pardon, mais je n'ai plus envie d'en parler. Elle n'est pas la seule à vivre sur le bord de la route. Ici, les familles sinistrées sont nombreuses, mais aucun recensement n'a eu lieu. Trop loin de la capitale, il y a juste cette triste réalité. Et ça, c'est la route qui mène à la rizière? Oui, elle marque l'entrée des champs de rizière. C'est le chemin qu'empruntent normalement les paysans. C'est la première fois que vous voyez autant d'eau? Ah non, c'est la seconde fois depuis 1995. À l'époque, c'était déjà bien inondé, mais pas autant qu'aujourd'hui. Cette année, c'est pire. La crue est arrivée très vite et surtout, l'eau ne s'en va pas. Si le professeur Apichar bat la campagne, c'est qu'il ne peut plus travailler dans son laboratoire. Le centre de recherche sur le riz qu'il dirige a été dévasté par des tonnes d'eau. Avant, l'eau n'était arrivée que jusque-là. Mais cette année, elle est arrivée à cette hauteur. Un record. Pour les experts de la Banque mondiale, d'ici 2050, le risque d'inondation en Thaïlande sera multiplié par 4. Vous êtes inquiet par ces inondations? Oui, cela nous préoccupe car il y aura un impact sur le riz. Les changements climatiques vont affecter notre production. Mais il y aura aussi des impacts sur la population et sur notre mode de vie. Néanmoins, nous espérons rester le premier exportateur mondial de riz, car en Thaïlande, nous pouvons en produire tout au long de l'année. Dans les zones les moins affectées par les pluies torrentielles, le travail a déjà repris. Il est vrai que la culture du riz en Thaïlande est une véritable institution, un des piliers de l'économie. Elle occupe à elle seule près de 100 000 km², soit 1/6 du territoire français. Près de la moitié de la population du royaume vit de l'agriculture. Le riz a une dimension très politique, car ce n'est pas seulement la nourriture de base des Thaïs, c'est aussi un gage de sécurité et de prospérité. Lors des inondations en 2011, un quart de la production de riz a été détruit. Malgré les aides du gouvernement, la situation pour les petits producteurs est critique. Car chaque année, d'autres fléaux menacent le secteur. Communiste. On l'appelle communiste. C'est notre terreur. Regardez ça. C'est notre pire ennemi. Qu'est-ce que c'est? Un escargot.
Ils mangent le riz. Si on en laisse un seul, on en retrouve par centaines dans les rizières. Voici les œufs de l'escargot. Et ça, c'est la maman. Et il y en a plus aujourd'hui? Oui, et pour éviter qu'ils se multiplient, on pulvérise la rizière avec des pesticides. Plus c'est inondé, plus ils se reproduisent. Tous les ans, il y en a, mais c'est de pire en pire. Le fermier veut également nous montrer que l'eau devient de plus en plus salée. Une salinisation liée à la montée du niveau de la mer, toute proche. Un autre fléau. Il y a aussi l'invasion massive de rats et d'insectes. Mais ce n'est pas tout. En 50 ans, les températures ont augmenté de plus d'1,5 degré. Les sécheresses se répètent de plus en plus souvent. Ici, les fermiers se plaignent d'autres calamités. Que se passe-t-il? Les feuilles sont brûlées et la tige est sèche. Si les périodes de sécheresse continuent, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Et l'eau sera insuffisante. Et les fermiers vont se battre pour l'utiliser. Ils vont se battre pour l'utiliser. Avec la sécheresse, l'eau du canal va vite s'épuiser. Et là, ça va vraiment se compliquer. Bientôt, on va manquer d'eau pour boire ou se laver. Si les autorités ne nous aident pas, alors on aura vraiment des problèmes pour survivre dans ces conditions. Avec l'augmentation des températures, les rendements à l'hectare pourraient également être affectés. Un seul degré de plus, et c'est 10% de la productivité en moins. Un drame quand on sait que les experts climatiques annoncent en Asie une augmentation de 2 à 6 degrés d'ici à la fin du siècle. Dernière étape de notre voyage, Ayutthaya. C'est l'ancienne capitale du royaume de Siam. Elle fut considérée au XVIIe siècle comme la plus belle ville d'Orient. Aujourd'hui, l'ancienne cité royale est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ces temples en ruine font partie des sites les plus visités du pays. Balayée au XVIIIe siècle par les armées birmanes, elle fut supplantée par Bangkok. Bangkok, Ayutthaya, deux villes et un ennemi commun, le climat qui devient fou. 2011, les habitants assistent impuissants au déluge. Les palais, les temples sont noyés. Une tempête tropicale de plus, mais celle-ci a été plus violente. Même le Bouddha couché, l'un des symboles du site, est isolé par les flots. Dès que l'eau s'est retirée, le directeur du parc historique a pu constater qu'elle avait atteint des hauteurs exceptionnelles. En entrant dans le parc, on peut voir que l'eau allait jusque-là. Elle pouvait largement dépasser un homme comme moi et passer au-dessus de sa tête. Le temple Phra a été inondé pendant 45 jours. Certains vestiges n'ont pas résisté. Instables, ils menacent à tout moment de s'effondrer. Après un premier coup d'œil, on peut dire que les fissures ne sont pas très graves. Le directeur ne paraît pas très inquiet. Est-ce là encore l'éternel optimisme de cette population? Quand on regarde certains édifices, il y a pourtant lieu de s'inquiéter. Des experts internationaux estiment qu'il faudrait 15 millions d'euros pour consolider ces anciens temples, pour les restaurer. Ici, nous pouvons constater que l'eau est montée bien au-dessus du niveau du sol. On voit les traces à plus d'1 mètre. Elle a endommagé les fresques murales. Les dommages que l'on voit, c'est de la moisissure. Il faut juste imaginer que cette eau boueuse a dégradé ces peintures. Il y a aussi des traces de sel. L'eau de mer s'est infiltrée jusque-là. Et si nous regardons là,
nous voyons encore mieux. Sur les murs, ces zones colorées ont gonflé et sont prêtes à se décoller. Si l'année prochaine, nous avons de nouvelles inondations, celles de cette année doivent absolument nous servir de leçon. Ces inondations ne sont ni les premières ni les dernières. Jusque-là, les leçons ne semblent pas avoir été retenues, car aucun plan d'urgence n'a été mis en place. Ayutthaya est construite au confluent du fleuve Chao Phraya et de deux autres rivières. À l'époque de l'âge d'or de la ville, un système de canaux permettait à l'eau de s'évacuer rapidement. Ce n'est plus le cas. Les familles les plus pauvres n'ont pas d'autre choix que d'attendre que l'eau s'évapore. Des eaux putrides et porteuses de maladies. Même les maisons sur pilotis ont souffert. Kusuma n'a que 19 ans. Au pire moment de la mousson, prisonnière des eaux, elle a donné naissance à son premier enfant. Un bébé, âgé aujourd'hui de 2 mois, qui est venu s'ajouter à une famille déjà nombreuse. Combien de personnes habitent dans cette maison? Il y a mon père, mon grand-père et ma grand-mère, ma tante, mes 2 frères et sœurs cadets, mes 2 frères aînés, ma belle-sœur, mon copain, mon enfant et moi-même. Vous êtes inquiète pour la prochaine saison des pluies? Oui, je suis, car les inondations vont s'aggraver. Les gens n'auront plus de toit, il y aura moins de monde ici. Je veux dire qu'ils seront emportés par le déluge. Emportés par le déluge. Oui, nous allons tous mourir noyés. Ici, c'est dangereux. Il n'y aura bientôt plus assez de toit pour abriter les enfants. Et ils n'ont déjà presque plus rien à manger. Kusuma s'interroge sur l'héritage qu'elle va laisser à son enfant. Quand on lui demande pourquoi la planète ne tourne plus si rond, elle dit juste qu'à la télévision nationale, le gouvernement accuse les pays riches. Ce sont eux qui seraient responsables du dérèglement climatique. Ils pollueraient beaucoup trop. Avant de la quitter, elle nous demande de leur transmettre ce message. Pensez à mon bébé. Quel monde allons-nous lui laisser ?